Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Le 5e roman de Kawther Adimi, Au vent mauvais, publié aux éditions du Seuil, nous raconte l'histoire de Tarek, Saïd et Leïla, 3 Algériens qui grandissent dans le même village, le hameau d'El Zahra, jusqu'au jour où la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les sépare brutalement. Tarek servira sa patrie du mieux qu'il peut, en faisant face aux injustices, en Allemagne, en France, à l'incompréhension, et trouvant miraculeusement refuge en Italie, dans une villa hors du temps, avant de rejoindre Leïla, son amour de jeunesse, en Algérie. Saïd choisit l'écriture, il deviendra écrivain et se servira de son passé, de ses amis pour conter une autre forme de réalité, quitte à trahir, blessé dans son ego dans ce triangle amoureux, un prétexte, en somme, pour asseoir son art. Kawther Adimi a reçu le prix du roman des étudiants France Culture Télérama en partenariat avec le CNL. C'est parti. Bonjour Kawther, votre roman aborde le langage, source d'émancipation, et le silence. Je dirais que j'avais en tout cas envie de questionner, au-delà du langage, la langue et le pouvoir des mots. Car dans Au vent mauvais, je pense que Saïd, qui est donc écrivain, a le pouvoir des mots. Et quand vous avez la capacité, la possibilité d'écrire et d'être lu, vous êtes le maître de l'histoire, vous êtes celui qui raconte, vous êtes celui qui raconte une vérité ou une histoire, peu importe. Au contraire de Leïla et de Tarek, qui eux sont condamnés au silence parce qu'ils n'ont ni les moyens de raconter leur histoire, donc ils sont prisonniers de l'histoire que Saïd raconte. Ils ne peuvent pas lui répondre. Ils n'en ont pas les moyens, parce que Leïla ne sait pas lire et écrire, ou très peu. Tarek est enfermé dans le silence, il vit dans le silence, il a grandi dans le silence. Sa mère était muette, c'est quelqu'un qui est très mal à l'aise avec les mots. Et puis aussi parce que Saïd a un public qui le lit, Tarek et Leïla n'ont rien. C'était cette histoire de pouvoir d'un écrivain sur des gens qui sont très éloignés de ce milieu de la littérature et de la culture, le pouvoir d'un homme sur une femme dont le corps est utilisé à des fins littéraires ou désir de rendre hommage, puisque pour Saïd ce roman est un hommage à Leïla, et j'avais le souhait en réalité de porter un regard et de poser cette question à la fois de la responsabilité de l'écrivain, si responsabilité il y a, mais aussi de m'approcher au plus près de la question du pouvoir que nous avons, nous écrivains. C'est quelque chose qui me frappe assez souvent, à vrai dire, à chaque fois que j'écris, de partir d'une page blanche et petit à petit de créer un univers, de créer des personnages, de définir leur trajectoire, de faire dévier ces mêmes trajectoires, etc. Et ça crée un univers, crée un monde, crée des gens. C'est bien ce qu'on attribue au pouvoir de Dieu. Et en quelque sorte, on est, nous artistes et nous écrivains en particulier, je pense, des créateurs d'univers. Et donc nous avons un pouvoir assez extraordinaire auquel je ne suis pas certaine qu'on y pense beaucoup, à dire, à ce pouvoir majestueux qu'on peut avoir. On va recontextualiser l'histoire. Il s'agit de Tarek et de Saïd, élevés comme des frères, jusqu'à ce que la guerre les sépare, et de Leïla, la future femme de Tarek, des circonvolutions de l'histoire algérienne. Il y a donc plusieurs dimensions. C'est un roman avec des strates comme des couches les unes sur les autres. On a un roman qui se passe pendant le XXe siècle, entre la France et l'Algérie, en grande partie, un peu en Italie ensuite. Le XXe siècle est rythmé par au moins 3 guerres à vrai dire, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie et la guerre civile en Algérie. Donc c'est un roman qui forcément est un roman plein de bouleversements. Tarek va faire ces 3 guerres-là d'une manière ou d'une autre, avec plus ou moins
d'engagement. La Seconde Guerre mondiale, il est embarqué par un camion qui s'arrête sur le bas-côté. C'est assez brutal, assez inattendu pour Tarek. La guerre d'Algérie, il s'y retrouve mêlé un peu malgré lui, à vrai dire. Il est recherché par la police française parce que il a secouru le père de Saïd, le père de son ami. Et la guerre civile, c'est une guerre plus insidieuse. C'est d'ailleurs, ce terme de guerre civile n'est pas un terme unanimement reconnu. En Algérie, on a encore beaucoup de mal à définir cette période. On dit la décennie noire, mais la décennie noire, c'est un terme que je n'aime plus utiliser parce que ça a été plus long qu'une décennie. Je trouve que ça ne dit pas tout de ce qui s'est passé en Algérie durant les années 90. Et donc, c'est un roman où la grande histoire, par ses bouleversements, va avoir énormément d'importance pour les personnages. Et l'histoire, dans ce roman-là, est vue à travers, vraiment à hauteur d'homme, tout ce qui se passe, la Seconde Guerre mondiale, le retour de Tarek du front, la guerre d'Algérie, la Casbah, la bataille d'Alger, cette période-là des années 50 et 60 à Alger, est aussi vue à travers Tarek, mais aussi à travers Leïla, qui est restée au village pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi pendant la guerre d'Algérie. Ces événements-là sont une strate, mais c'est une strate qui permet simplement d'éclairer les trajectoires de ces personnages-là. Ensuite, il y a la strate même des personnages, de leurs envies, de leurs rêves, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils auraient pu être. Ouais. C'est une question importante, ce qu'ils auraient pu être. Tarek, quand il arrive à Rome, au bout de quelques temps, il se voit dans un miroir et il a l'impression d'avoir changé, que ses yeux ont changé. Il a déjà eu cette impression en revenant de la Seconde Guerre mondiale. Déjà l'impression, en se voyant dans un miroir, qu'il avait été complètement transformé par la guerre. Et il dit, je n'ai pas vraiment changé, à vrai dire, mais voilà, je suis devenu ce que j'aurais dû être. Et ce que j'aurais dû être est une question importante pour Tarek, mais aussi pour Leïla. Voilà voilà la femme que j'aurais dû être si on ne m'avait pas mariée de force, si la guerre n'avait pas transformé et bouleversé notre vie. Et si Saïd n'avait pas écrit son livre, c'est la troisième strate du roman, si Saïd n'avait pas écrit ce livre sur ses amis, en donnant leur nom, le nom du village où ils habitaient, en les identifiant de telle manière que tout le village ne pouvait que les reconnaître, si Saïd n'avait pas fait ça, ils auraient aussi été autre chose. Et donc c'est une question assez importante dans le roman, qui en effet est un roman à strates, mais toutes les strates sont mêlées et nous permettent de suivre Tarek et Leïla sur près d'un siècle, entre l'Algérie, la France et l'Italie. Il y a une dimension tragique, mystique même. Je suis algérienne, donc il y a toujours une dimension tragique dans mes romans, a priori. Même quand j'essaye d'être drôle, il y a quelque chose de tragique, de toute façon. Mais je suis une pessimiste et une optimiste née, donc je vais de l'un à l'autre en permanence. Il y a une dimension tragique, mais je pense que ce qui me frappe dans l'histoire de Tarek et Leïla, qui est donc une histoire inspirée de la réalité, je connais Tarek et Leïla, j'ai donné d'autres prénoms et j'ai changé le nom du village et j'ai transformé cette histoire. C'est devenu un roman. J'ai pris beaucoup de liberté parce que je voulais l'incarner dans une œuvre de fiction, mais je connais ces personnes à qui cette histoire est arrivée et je pense que ce qui moi me touche dans cette tragédie vécue, c'est plutôt que ces personnes-là étaient très éloignés. Tarek et Leïla sont très éloignés du monde du livre. C'est des gens pour qui le livre n'existe pas réellement. Ils n'en ont pas chez eux. Ils sont nés au début du XXe siècle. Ils sont nés indigènes dans un pays où on ne scolarise pas vraiment. D'ailleurs, les indigènes, au lendemain de l'indépendance, 90% ou plus du pays, des Algériens ne sont pas allés à l'école. Donc on est quand même dans une ségrégation importante. Il suffit de relire l'extraordinaire reportage de Camus sur la Kabylie pour comprendre la misère dans laquelle vivent ceux qu'on appelait les indigènes. Donc on est quand même dans une situation où on n'a pas beaucoup de livres, en tout cas dans les villages et dans
dans les familles pauvres, comme celle de Tarek et celle de Leïla. Et d'un coup, ce livre vient bouleverser leur existence. Ils n'ont rien demandé. Ils ont une vie qu'ils considèrent être une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est vrai, ils ont une vie. Leïla a une vie assez normale. Tarek a une vie qui semble assez romanesque et rocambolesque. Mais en vérité, Tarek a une vie d'un homme du XXe siècle, quelqu'un qui fait la guerre, qui vit dans un foyer. Le seul coup de folie qu'il a, c'est Rome. Vraiment, c'est son seul coup de folie. Et ce livre, donc, vient les bouleverser, et c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Leïla, elle dit, mais ça a l'air, en vérité, ça a l'air tellement inoffensif, un livre, c'est du papier, le papier, ça se déchire, ça se brûle. Enfin, on peut faire disparaître un livre tellement facilement, et ce livre vient complètement changer leur vie, et c'est pour elle quelque chose d'assez difficile à comprendre. En vérité, un livre n'est jamais inoffensif. C'est pour ça que dans les dictatures, on interdit des livres. Et c'est pour ça que les écrivains sont dangereux pour les dictatures. Évidemment qu'un livre n'est pas inoffensif. Mais pour ce couple-là, ça semble complètement aberrant d'être ainsi fait prisonnier d'un roman, ainsi pris en otage par un écrivain qui plus était un ami. Et c'est une trahison amicale qui est très dure pour Leïla, très dur pour Tarek. C'était son meilleur ami, c'était son frère de lait. Et il y a évidemment la nécessité de devoir désormais cohabiter avec ces personnages qui ont pris leur place. Leïla n'est plus juste Leïla, elle est la Leïla du livre. Tarek n'est plus juste Tarek, il est le Tarek du livre. Ils n'existent plus vraiment en tant qu'individus à part entière. Ils ne sont finalement que des espèces de croquis d'un roman. Mais il faut aussi faire le deuil d'une amitié qui pour Tarek était importante, malgré l'absence de Saïd, malgré des années sans se voir. Saïd est toujours resté celui vers lequel Tarek voulait tendre à chaque fois. Quand il arrive en Italie, il pense à Saïd. Quand il ne sait pas comment faire, il se dit Saïd saurait, Saïd aurait fait ceci. Et Saïd, donc, d'une certaine mesure, est toujours présent dans la vie du couple. Comme cet ami qui vous veut du bien, qui ne cesse de venir et de disparaître. Mais à vrai dire, cet ami vous veut tellement du bien qu'à la fin, il vous blesse. Vous êtes une écrivaine algérienne. En quoi l'histoire de l'Algérie vous a-t-elle poussé à écrire par rapport à ses liens et à vos liens avec la France ? J'ai commencé à écrire en Algérie en ne connaissant pas la France, très peu. Donc, la question ne s'est pas posée. Au moment où j'écrivais depuis l'Algérie. Mon premier roman, je l'ai écrit depuis l'Algérie, sans avoir réellement vécu en France, si ce n'est quelques années toute petite. Et donc, la question était je n'ai pas eu à me poser la question, j'ai écrit sur ce que je connaissais, et à vrai dire, je connaissais bien l'Algérie des années 90 et l'Algérie du début des années 2000. Ensuite, la question, à vrai dire, je me suis vraiment posé la question, puisqu'entre le premier et le deuxième roman, il y a 5 années d'absence, 5 années de travail, de questionnement de ma part, non pas sur écrire sur l'Algérie ou pas, mais d'où est-ce que j'écris désormais. En habitant à Paris, est-ce que j'écris depuis Paris, est-ce que j'écris depuis Alger ? Qu'est-ce que je peux écrire ? Mais cette question, c'est une fausse question. Je pense qu'on peut écrire ce qu'on veut et comme on veut, dès lors qu'on est dans une forme de vérité et d'authenticité. Ce qui est compliqué, c'est lorsqu'on essaye d'écrire sur un pays. On peut écrire sur un pays qu'on ne connaît pas, on peut même écrire sur un pays où on n'a jamais mis les pieds. Le problème, c'est lorsqu'on est à la recherche d'une forme d'exotisme et que ça devient un peu gênant pour les gens qui connaissent le pays et la culture et qui ont juste l'impression d'avoir quelqu'un qui a fait un truc très exotique. Ça a été d'ailleurs toute une période en Algérie pendant la colonisation. Beaucoup d'écrivains venaient passer quelques jours à Alger, en Algérie, dans plusieurs villes, et écrivaient des livres très exotiques sur l'Algérie qui avaient à vrai dire rien à voir avec l'Algérie, ou si ce n'est une espèce d'Algérie très fantasmée. Bon, moi, je suis assez dubitatif sur ce genre d'ouvrage. Ça peut plaire, mais enfin, ce n'est pas ce que moi, j'aimerais faire. Non, moi, ma question, elle était différente. Quand j'ai commencé à écrire depuis la France, ce qui me gênait, c'est que dans les années 90, lorsque je vivais en Algérie, dans une période, à vrai dire, assez traumatisante, qui était les attentats et donc cette fameuse guerre civile / décennie noire, j'étais toujours... je crois assez mal à l'aise de voir des écrivains écrire sur l'Algérie de loin et de constater que leurs livres n'arrivaient pas en Algérie. Moi, je crois que c'est ça qui me perturbait énormément. C'était les livres sur l'Algérie depuis l'étranger, mais qui n'arrivaient pas en Algérie. Donc, et j'avais un sentiment un peu d'injustice petit de me dire, mais ils parlent de nous et on ne peut pas les lire. Et ça me semblait assez
vraiment injuste, anormal, etc. Et je pense que c'est pour ça aussi que, par exemple, moi, je suis très attachée au fait que mes livres sortent en Algérie, en France en même temps, chez un éditeur algérien, donc qui est mon éditeur en Algérie, qui s'appelle Barzac, qui fait un travail d'édition avec moi, qui m'accompagne dans le texte, comme le fait Le Seuil, et de faire cohabiter deux maisons d'édition de manière assez autonome. Le Seuil et Barzac ne travaillent pas ensemble. J'ai deux éditeurs différents avec qui je travaille, avec qui je discute, avec qui j'ai une relation d'éditeur à écrivain et d'écrivain à éditeur. Et je trouve que c'est assez sain de le faire ainsi. Ça me permet d'avoir un pied de chaque côté, de ne pas avoir, à vrai dire, à choisir, et de me sentir assez sereine sur le livre que je propose, à la fois un lecteur francophone très large, mais un lecteur algérien aussi. Ça, j'y tiens énormément. Je tiens beaucoup à ce que le livre arrive en Algérie et qu'il arrive à un prix abordable, qu'il n'arrive pas à un prix complètement démesuré. C'est pour ça que les coéditions, les sessions ne peuvent fonctionner que si elles sont intelligentes et qu'elles prennent en compte la réalité économique des pays. Ensuite, je pense qu'en Algérie, c'est un pays extraordinaire en termes d'histoire. Vraiment, ça, j'en suis sincèrement convaincue, parce que c'est un pays qui a la croisée de plein de cultures différentes. On est en face de l'Europe, on est sur le continent africain, on est à côté de tous les pays arabes. On est très, très, très mélangés nous-mêmes. Nos langues sont sont d'une richesse incroyable. On cohabite entre l'arabe, le français, le berbère, mais aussi avec plein d'autres langues, un peu l'espagnol et plein de dialectes. On a une histoire politique qui est extraordinaire, un siècle et demi de colonisation, une guerre de libération qui est folle, dont l'histoire est très romanesque par elle-même. On a une guerre civile qui arrive quelques années plus tard. On a une histoire politique qui est digne d'un scénario de film, où tous les présidents depuis 1962 terminent très mal, aucun ne termine un mandat correctement, et même ceux qui s'accrochent au pouvoir, comme Bouteflika, a très très mal terminé. Donc il y a toujours en Algérie beaucoup d'histoires, et je sais que en France, on n'aime pas cette idée de la bonne histoire. Vraiment le concept de la bonne histoire, mais moi je crois beaucoup à ça, à la bonne histoire, bien sûr au style, à la langue, à l'inventivité, au fait de ce qu'est un roman, c'est-à-dire vraiment ce qu'est un écrivain. Mais c'est pas juste contemplatif. Mais ça peut être très beau contemplatif, ça peut être très bien contemplatif. Mais je crois que la bonne histoire en Algérie, vous la trouvez toujours. Je crois que la bonne histoire en Algérie, elle est à tous les coins de rue, qu'il y a toujours une bonne histoire à raconter. Non, longue réponse. Non, mais c'était ça. C'est justement par rapport à l'histoire, et surtout par rapport à la France que vous situez, parce qu'il y a... Qui est souvent présente par ailleurs dans mes romans, que ce soit Au vent mauvais, Nos richesses ou Des pierres dans la poche. 3 romans sur 5 se passent en partie en France. Ce n'est pas le cas des Petites de décembre, même si on a la guerre d'Algérie qui en trame en filigrane, ou Les ballerines de Papicha, qui est vraiment un roman. Ballerines de Papicha, mon premier roman, je l'ai écrit, j'étais en train de préparer mon départ en France, et j'avais une urgence de prendre comme une dernière photo d'Alger. C'est vraiment ça, c'est une photo, une radioscopie d'Alger au lendemain de la guerre civile. La guerre civile est quasiment pas mentionnée dans le roman, mais c'est assez, je trouve que c'était assez marquant et assez perturbant de voir comment, au lendemain de la guerre civile, effectivement, d'un coup, moi, ça m'avait assez bouleversée de voir comment la guerre se terminait, et d'un coup, on n'en parlait plus. D'un coup, on essayait de reprendre une vie normale. Mais d'ailleurs, l'idée de la vie normale a toujours existé, même pendant les années 90. Moi, je me souviens que cette obsession de la normalité dans laquelle on était tous me semblait totalement fou. Petite, on n'a jamais arrêté l'école, on n'a jamais fermé l'école. Quoi qu'il se passait en Algérie, on continuait à aller à l'école tous les jours. Il y avait un attentat la veille, très bien, mais demain tu retournes à l'école. Enfin, question de se poser même pas. À 8h du matin, on était devant le portail de l'école, et il faut une normalité. Mais je le raconte d'ailleurs dans Des pierres dans ma poche. Mais un jour, j'ai eu une très mauvaise note. J'ai dû avoir un 0 en maths, ça doit être ça, parce que j'étais très mauvaise en mathématiques. Et il y avait une alerte à la bombe à l'école, donc on est évacué, etc. Nos parents viennent nous chercher le soir, et je me dis, ce 0 face à une alerte à la bombe, c'est pas grand-chose. Donc j'annonce cette mauvaise note, puisqu'il faut signer la mauvaise note, tout ce système scolaire, c'est atroce. Et je me dis, et je suis contente, à vrai dire, de cette alerte à la bombe. Moi, j'ai 10 ans, et je trouve que c'est très bien une alerte à la bombe. On a trouvé une bombe devant l'école, formidable, j'ai eu 0 sur 20, je vais pouvoir... Enfin, c'est rien, 0.
Et je me souviens avoir été punie, avoir trouvé ça mais d'une injustice folle, de me dire mais enfin, donc la bombe ça ne sert à rien. Donc la bombe n'efface pas un 0 sur 20. Mais si une bombe n'efface pas un 0 sur 20, qu'est-ce qui va l'effacer ce 0 ? Et je m'étais dit mais alors vraiment, mais donc en fait je n'ai aucun moyen de contrer cette mauvaise note, et ça me semblait aberrant. Je me disais, de toute façon, ce pays en guerre, à quoi vont me servir ces mathématiques ? À quoi ça va me servir tout ça ? Pourquoi continuer à aller à l'école ? On est censé tous être en résistance, à vrai dire. Et je pense que vraiment, en vérité, dans une guerre, comme aujourd'hui, on sait combien de temps a duré ces années 90 / début des années 2000. Mais moi, pendant la guerre, tout était très dur. Évidemment, la paranoïa, ne pas savoir qui était de quel côté. Ça, vous l'avez vécu au plus Oui, il fallait faire attention à tout, même au plus proche. Parce qu'on ne sait pas, mais les crimes étaient affreux on ne savait pas si son enseignant pouvait être du côté des intégristes ou si des élèves pouvaient être du côté des intégristes. Il y a des enseignants qui ont été assassinés par des élèves et inversement. On a des crimes qui sont passés au sein même des familles, entre frères, etc. Et donc, faire attention en permanence. Mais moi, ce que je trouvais très dur, c'est de ne pas savoir quand ça allait se terminer. Parce qu'en fait, si quand vous êtes dans la guerre, vous ne savez pas si ça va se terminer un jour, et ça, personne ne peut le dire. Et en Algérie, ça a duré très longtemps. Et si ça se terminera, quand et si, c'est vraiment les deux inconnus. Et ces deux inconnus-là, vous n'avez qu'une seule façon de les manager, entre guillemets, c'est de continuer le plus possible à avoir une vie normale. Et ça m'avait beaucoup frappé au lendemain des attentats à Paris, une espèce de blackout le lendemain absolu, la fermeture des écoles, où dans la ville, tout le monde s'était recroquevillé. Et je me souviens être sortie, moi, j'avais dit, non, mais ma vie, je ferais ma journée comme j'avais prévu, parce que j'ai 15 ans de terroriste derrière moi, et que je sais que première volonté d'un terroriste, c'est pas tellement de tuer, c'est de vous terroriser. C'est pas le nombre de morts, bien sûr qu'il y a le nombre de morts, bien sûr, mais il y a la volonté, à vrai dire, de terroriser. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, moi en tout cas, mais alors vraiment, il n'y a pas de jugement. Je comprends tout à fait qu'on ait fermé les écoles, je comprends tout à fait la façon dont la France a réagi. Et d'ailleurs, je trouvais ça assez exceptionnel aussi, tout l'accompagnement qu'on a essayé de mettre en place pour les enfants, pour leur expliquer la situation et tout. Nous, on nous expliquait pas grand-chose, à vrai dire. La seule chose qu'on nous expliquait, c'était qu'il fallait rien dire, qu'il fallait pas dire les métiers de nos parents. Et souvent, les enfants disaient que leurs parents étaient fleuristes, parce que fleuriste, c'était vraiment la profession qui semblait la moins attaquable possible. Alors que tout le reste était attaquable. Artistes, journalistes, policiers, militaires, fonctionnaires. Tout était possiblement un métier à risque. À vrai dire, médecin, ça pouvait être à risque, etc. Mais fleuriste, c'était bien. Fleuriste, qui veut attaquer un fleuriste ? Un fleuriste, ça fait pas de mal. Ça n'embête pas. Donc, vraiment fleuriste. Et donc, c'était vraiment ça. Mais que fait-on ? La fameuse fiche de renseignement de l'école, c'était vraiment... On avait plein de fleuristes dans la classe. On a l'impression que 50% de la population algérienne était fleuriste. C'était absurde. Mais oui, cette espèce de désir de normalité... mais je pense que c'est quelque chose qui vraiment fait partie de ma personnalité aujourd'hui. Vraiment... essayons d'être dans la normalité, de ne jamais dévier de cette normalité-là, quoi qu'il se passe. Quand avez-vous décidé d'être écrivaine ? En vérité, je me suis pas dit, tiens, je vais devenir écrivaine. Pour deux raisons. La première, c'est que longtemps, je pensais que les écrivains étaient tous des hommes et des hommes morts. Donc, je ne me projetais pas ainsi, puisque je n'avais pas vu de pendant longtemps, je n'avais pas vu de femme écrivaine, si ce n'est au moment de l'adolescence, une écrivaine qui me semblait donc devenir un modèle, c'est Nina Bouraoui, qui est franco-algérienne et dont j'aime profondément l'œuvre et la personne. Et donc Nina Bouraoui a été, je pense, sans doute, la première femme écrivaine vivante que j'ai vue sur un plateau de télévision. Et qui a été donc vraiment la première femme. Et la deuxième raison, c'est que je n'avais pas, enfant en tout cas, la capacité et la possibilité de me rendre compte qu'il y avait derrière les livres que je lisais, que je dévorais toute une chaîne de métiers du livre. Moi, très bêtement, je n'avais pas de livres dans les années 90 parce que des librairies avaient beaucoup fermé, on ne sortait pas beaucoup, il y avait un couvre-feu, etc. Et comme j'adorais lire et que
plus petite, j'étais en France et que j'allais beaucoup à la bibliothèque, etc., et que tout ça s'est arrêté ensuite, j'ai commencé à écrire parce que je voulais écrire un livre pour avoir un livre. Pas tant pour devenir écrivain, mais pour avoir l'objet, le livre. Et c'est comme ça qu'à 8 ans, je commence à écrire un livre. Alors, vraiment, j'ai écrit 6 pages, je pense, en 10 ans, donc rien de fabuleux. Vraiment, mais en tout cas, j'ai commencé à écrire comme ça, en me disant, tiens, j'ai écrit un livre, comme ça, je pourrais le lire. C'est une très mauvaise idée, parce que les écrivains Enfin, quand on écrit un livre, on a horreur de se relire. Et ensuite, j'ai eu le prix du jeune écrivain, quand j'avais 18 ans, 19 ans, et j'ai été invitée à Toulouse. C'était la première fois que je revenais en France après plus de 10 ans en Algérie et plus de 10 ans de guerre civile. Premier retour, première sortie du territoire, à vrai dire. Et là, j'ai rencontré d'autres jeunes écrivains. J'ai eu une marraine, Christine Goémé, avec qui je suis restée en contact et toujours aussi proche aujourd'hui. Et j'ai rencontré d'autres écrivains, Ananda Devi par exemple, et ça a été très important. Je me suis dit, ah mais ça existe, c'est-à-dire on peut vraiment être écrivain. C'est possible, c'est sans doute très dur, mais c'est possible. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai eu la grande chance ensuite de continuer à écrire en Algérie et d'avoir les éditions Barzac qui m'ont contactée, avec qui ont publié mon premier roman, et puis les choses étaient lancées. Kawthar Adimi, c'est parti pour la lecture. Saïd est mort. Il lui prit la main. C'est la guerre, pensa Tarek. C'était notre guerre. Et comme nos grands-parents et nos parents, nous n'en parlerons pas. Nous ne dirons rien des réveils gris et cotonneux, des nuits aux décomptes macabres, de notre enfance et de notre jeunesse en pointillés. De la vie qui ne s'arrête pas, non, qui fait tout le contraire, qui s'étire indéfiniment dans une lenteur épouvantable et où chaque jour est calqué sur le précédent. Nous tairons les cauchemars et ferons mine d'ignorer que lorsque le pays tout entier a basculé dans l'horreur, nos yeux, comme ceux de nos parents et de nos grands-parents avant nous, ont changé. Car c'est bien ce que vous font les guerres, elles vous altèrent et vous abîment définitivement. Elles s'enchaînent à vos pieds et vous les traînez toute votre vie. Elles vous épouvantent et vous condamnent à vivre en marge des autres. Elles vous forcent à cohabiter, à cheminer avec des démons. Saïd ne verra rien de tout cela. Il ne lira pas cette phrase peinte sur un mur de la ville « Ceux qui combattent par la plume périront par la lame ». Il ne saura rien des villages entiers massacrés par les groupes islamistes, que des villes comme Blida, qui était connue pour être la cité des roses et pour sa jolie place des murs au milieu de laquelle trônait un majestueux kiosque à musique, deviendrait célèbre pour avoir été le refuge des terroristes. Il ne saura pas que malgré les prières et les suppliques, malgré les appels au calme, il faudra plus de 10 ans pour sortir de la peur, du sang, du crime, pour en finir avec le terrorisme. Et qu'entre-temps, une génération tout entière, la mienne, aura grandi en ne connaissant que les fils barbelés, les barreaux aux fenêtres et la suspicion. Il ignorera que la réalité deviendra une sombre tache, un effroyable cauchemar, que la littérature peinera à exister dans notre quotidien, que des cinémas exploseront sous les bombes, qu'un libraire sera assassiné sur le pas de sa porte, que le monde extérieur cessera d'exister. Merci Kawthar. Merci à vous. Kawthar Adimi reçoit le prix littéraire de la vocation en 2011 pour L'Envers des autres, publié aux éditions Actes Sud et sous le titre Les ballerines de Papicha aux éditions Barzac en Algérie. Avec Nos richesses, publié aux éditions du Seuil, elle est récompensée en 2017 par le prix Renaudot des lycéens, le prix du style et en 2018 par le prix Beurre FM Méditerranée et le choix Goncourt de l'Italie.